Comme vient de le citer notre président de NWX, c'est un travail collectif. Et j'aimerais, avant de démarrer le festival, inviter deux de nos partenaires pour vous partager un mot de bienvenue. J'aimerais accueillir M. Abdelkrim Marchani, délégué à la métropole de Rouen en charge de l'économie, et M. Hugo Paradis, cofondateur de l'agence Comeo. Un deuxième. Bonjour à toutes et tous, donc très content d'être ici avec vous. Moi, je voulais remercier Monsieur le Président pour l'organisation et puis mettre en valeur un des joyaux de Rouen. Je dis un des parce qu'on a énormément de lieux comme ça et vous le savez, c'est la ville aux 100 clochers, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dedans, on s'en lasse pas. C'est vraiment un patrimoine de dingue et les touristes le savent, donc on a explosé nos records en fréquentation touristique sur Rouen et donc c'est aussi pour des architectures comme celle-ci qu'on est là. Et donc, bravo pour ce choix, parce que c'est vraiment atypique de parler de numérique, parler d'accélération dans un lieu comme celui-ci. La seule chose qu'il faudrait peut-être faire progresser, c'est que Voilà. C'est parce qu'on est dans l'espace ou c'est comment? C'est certainement le capitaine Miao qui a fini son bol de lait. C'est que si l'année prochaine, vous pouviez faire ça en été, ça serait quand même plus sympa. Parce que là, c'était un peu compliqué ce matin en vélo, mais... Toujours est-il que très content d'être avec vous, très content du sujet que vous avez pris, parce que quand on est arrivé à la métropole en juillet 2020, je le raconte souvent parce que c'est important de remettre le contexte. J'étais en charge du développement économique, effectivement, mais aussi du numérique. Et on m'a dit, il faut absolument que vous investissiez dans le métaverse. C'est l'avenir, il faut y aller, c'est le sujet qu'il faut aborder. On a discuté avec Nicolas Meyer-Rossignol, qui était le président. J'ai dit, franchement, métaverse, je sais pas, moi je le sens pas, lui non plus. On s'est dit, c'est pas trop le sujet. Étant donné qu'on a donné une vision sur une transition dite sociale écologique, est-ce que ça passait au tamis de la transition sociale écologique? Eh bien, évidemment, non. Par contre, un des éléments qu'il fallait absolument pousser, c'est le numérique responsable. Et lui, passer au tamis de la transition sociale écologique. Et c'est donc vers ce chemin qu'on a essayé de mettre l'ensemble de nos efforts. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a travaillé avec l'ensemble des acteurs. Moi, je le dis, j'étais absolument bac-25 sur ce sujet et certaines personnes du territoire, et je prends l'exemple d'Olivier Langlais, l'entreprise Terranium, qui m'a beaucoup appris sur ce sujet, et je sais qu'il a aussi appris à pas mal de personnes entre vous qui, donc, à nous donner de la connaissance pour pouvoir comprendre. Et c'est peut-être le point le plus important, c'est que si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la conscience, eh bien, l'action que vous avez, eh bien, elle ne peut pas être réfléchie. Et je pense que ça va être un peu le fil rouge, finalement, de l'ensemble des interventions. C'est que, avant de vouloir agir, avant de vouloir évoluer dans tel ou tel domaine, que ce soit l'IA ou autre, eh bien, il y a besoin d'avoir de la connaissance. Et donc, bravo à NWX d'avoir mis un certain nombre de conférenciers qui vont donner de la connaissance. Et je pense que sans connaissance, on ne va pas très loin. On ne va pas très loin. On va prendre l'exemple de l'IA. Alors, je ne veux pas casser un peu le... Mais j'ai lu, et vous irez vérifier si c'est vrai ou pas, mais ça me paraît être pas si déconnant que ça, qu'un échange avec ChatGPT, c'était l'équivalent de 50 centilitres d'eau. Un échange. Donc ça pose quand même la question de l'utilisation de l'IA à grande échelle. Et collectivement, on doit se la poser, parce que s'il pleut depuis maintenant pas mal de temps, ce dérèglement climatique, on est tous conscients qu'à un moment donné, il va falloir changer quelque chose, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est là que la connaissance est une chose, la population donc doit accéder à cette connaissance, mais le politique doit prendre ses responsabilités. Et je sais qu'à l'échelle européenne, il y a ici et là des tentatives. On verra ce que ça donnera avec le nouveau Parlement, mais c'est important que ce sujet ne soit pas mis au second plan, parce qu'il en va de l'équilibre global de notre société, et que si on ne prend pas à bras-le-corps ces questions-là, vous les premiers, qui êtes acteurs du numérique pour la plupart, eh ben vous n'y arriverez pas. Et peut-être même que nos amis d'EDF vous diraient « je ne peux pas produire autant, arrêtez, arrêtez ». Donc ça peut être aussi, n'est-ce pas Alain, ça pourrait être aussi un problème. Donc je suis vraiment, l'idée c'est pas de casser l'ambiance, au contraire c'est de pouvoir avancer sur une approche consciente de ce que sera l'IA, ce que sera le numérique
demain, et que nous, on le fait par exemple en essayant de former un certain nombre d'entreprises sur le numérique responsable. Donc chacun prend sa part de responsabilité là-dessus, la métropole prend sa part de responsabilité. Ce qui est intéressant maintenant, c'est comment on trouve des lieux comme celui-ci où on continue à partager et qu'on continue à apporter cette connaissance, parce que, et je terminerai par ça, parce que pour moi c'est de plus loin le plus important, c'est à partir de la connaissance qu'on peut apporter des transformations. Voilà, merci à toutes et tous et je vous souhaite un merveilleux festival. Merci à vous. Hugo. Donc là, je dois passer après Abdelkrim Marchani, super. Bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo Paradis, je suis cofondateur de Coméo et je soutiens à fond le NWX Festival. Je suis trop content d'être là. Avec Coméo, on partage des choses avec le NWX Festival. J'ai noté 3 choses. La première, c'est le fait de créer de la rencontre, un lieu physique comme ça pour créer de la rencontre. Vous allez peut-être dire c'est un peu gonflé pour un mec qui parle tout le temps de réseaux sociaux, mais en fait, je pense que c'est hyper important, créer de la rencontre comme le fait le NWX Festival. Donc je suis hyper content d'être là et de soutenir ce festival depuis plusieurs années maintenant. Ça fait c'est la 4e, je crois, qu'on soutient avec Coméo. Donc on est vraiment très très content. Deuxième chose, c'est, j'ai dit les rencontres, c'est l'attractivité du territoire qu'on développe évidemment. Quand on bosse dans la communication, ça fait partie du jeu quand on est ancré sur un territoire. Et le NWX Festival, il contribue largement en faisant venir des talents et des orateurs comme on va avoir aujourd'hui toute la journée. Et donc on est vraiment ravis de pouvoir mettre ça en œuvre. Et le 3e point, je triche pas, hein, je regarde juste un truc vite fait sur... voilà. Le 3e point que j'ai noté, c'est la créativité. La créativité, forcément, quand on fait de la vidéo, ça nous parle, mais en fait, au-delà de ça, au-delà du fait que c'est utile et même nécessaire quand on fait de la vidéo, la créativité pour répondre aux enjeux desquels on va parler aujourd'hui, c'est nécessaire et c'est quelque chose qu'on partage avec le festival. Je trouve que c'est un endroit où on peut tous et toutes un peu se nourrir pour être créatif. Et donc, pour moi, la créativité, c'est on absorbe des contraintes et on essaye de les transformer en un truc cool, en des actions positives. Et donc, venir chercher un espèce de bol de créativité, c'est ça qu'on vient chercher ici. Et donc, je suis hyper ravi d'être là et d'introduire la conférence de Monsieur Étienne Klein. Et là, c'est un peu plus personnel, le fait d'introduire cette conférence et d'être là juste avant. Il ne le sait pas, et c'est normal, mais c'est le premier conférencier que j'ai vu de toute ma vie. J'étais en prépa à l'époque et c'est ce qui m'a donné le goût des conférences. Donc je suis venu, je ne savais pas ce que c'était une conférence, j'ai rencontré Étienne Klein et j'ai su ce que c'était une conférence. Donc voilà, je suis hyper content d'être là et de prendre le micro pour la première fois pour partager une conférence et j'espère que ça va être génial. J'espère que si vous ne le connaissez pas, j'espère que vous serez aussi ravis que moi la première fois que je l'ai vu et si vous le connaissez déjà, vous savez, je pense qu'on va passer un bon moment. Donc voilà, merci beaucoup à tous et bon festival. Et merci à l'équipe de NWX Festival. Merci Hugo, merci Abdelkrim, merci messieurs. Et maintenant, mesdames et messieurs, que nous avons notre feuille de route, que nous avons notre objectif et que nous avons votre attention, je vais laisser la parole à Monsieur Étienne Klein, physicien du CEA, qui va nous parler du temps. Bonjour à tous et à tous, merci pour votre invitation, pour votre accueil. C'est la première fois depuis mes années de catéchisme que je parle dans une chapelle. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le thème que vous avez retenu, l'accélération, est un thème ambigu parce qu'il n'est pas précisé dans le titre du colloque de quoi on parle. L'accélération de quoi? En fait, il y a des choses qui accélèrent et d'autres qui ralentissent. Par exemple, l'expansion de l'univers s'accélère. Depuis une vingtaine d'années, on a la preuve que les distances entre les points d'espace dans l'univers augmentent sous l'effet d'une sorte d'antigravité dont on ignore la nature et qu'on appelle l'énergie noire. Et on la qualifie de noire précisément parce qu'on ne connaît pas la nature. Ou alors, vous pourriez dire, le temps est cette chose mystérieuse qui avance de 24 heures toutes les 24 heures et vous serez bien avancé.
C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de parler de vitesse du temps. Le temps n'accélère pas, n'a pas de vitesse. Par contre, ce qui change, c'est ce qui se passe dans le temps. Mais par une sorte de raccourci, nous confondons le temps avec les phénomènes temporels, et au prétexte que la production s'accélère, augmente, que le rythme de nos vies s'accélère, on en déduit que le temps lui-même s'accélère. Ce qui est faux. Une seconde d'aujourd'hui dure une seconde comme elle durait une seconde il y a 1 milliard d'années. La différence, et vous m'accorderez qu'elle est notable, entre ce que dit Galilée et ce que dit Einstein, c'est que Galilée dit, au retour du voyage, votre montre sera encore synchronisée avec celle de ceux qui ne sont pas partis avec vous, alors que Einstein dit, quand vous rentrerez de ce voyage, tous ceux que vous avez connus au moment de votre départ seront morts. Ça fait une différence. En fait, on a tous un temps propre qui se désynchronise du temps propre des autres observateurs, sans que notre temps propre soit modifié par le fait qu'on soit en mouvement, puisque quand on est en mouvement, on n'est pas en mouvement par rapport à soi-même. Et si vous vous déplacez dans l'espace, là je parle de l'espace et plus de l'espace-temps, si vous vous déplacez dans l'espace par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas, vous continuez à aller à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Et la personne qui ne se déplace pas va elle aussi à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, parce qu'on va tout le temps à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Simplement, quand vous déplacez dans l'espace, vous changez l'orientation de votre trajectoire dans l'espace-temps, et ça ralentit la vitesse avec laquelle vous allez vers le futur. Donc plus vous allez vite dans l'espace-temps, plus vous ralentissez le moment où vous avez pris de l'âge. Et vous allez vous désynchroniser d'une personne qui serait immobile. Si maintenant j'en viens au numérique, pour préparer cette conférence, j'ai essayé de voir comment des observateurs du numérique, qu'ils soient philosophes ou acteurs du numérique, pensent cette accélération. En fait, la question, depuis qu'on est devenu des cybergédéons et des turbo-bécassines, la question, en fait, elle est posée depuis très longtemps, comme je l'ai montré avec l'exemple de Paul Valéry. Mais il y a d'autres penseurs que Paul Valéry qui ont dit à peu près la même chose il y a assez longtemps. Par exemple, Günther Anders. Günther Anders, philosophe qui a été le premier mari d'Hannah Arendt, c'est comme ça qu'on le définit. Dès 1956, il écrit dans un petit livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » qu'avec la télévision, le foyer familial n'aura pas d'autre fonction que de contenir l'écran du monde extérieur. Donc la télé, c'est ce qui fait venir le monde chez vous. Nicolas Grimaldi, un autre philosophe, écrit en 2000, dans un livre intitulé « L'homme disloqué », que la communication électronique conduit immanquablement à ce qu'il appelle une frénésie de l'immédiation. Et aujourd'hui, d'autres auteurs, notamment Anna Lambert, dans un livre qui s'appelle Schizophrénie numérique, expliquent que nous courons à grandes enjambées, dit-elle, vers l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité. Automatisation de l'altérité. Quand vous demandez à un logiciel de répondre aux mails que vous recevez, vous êtes dans l'automatisation de l'altérité. Et plus récemment, Eric Sadin, dans un livre qui s'appelle La vie spectrale, mettait en garde contre ce qu'il appelle la pixelisation croissante de nos existences et dénonçait le promptisme généralisé qui concasse le rythme de nos existences et entraîne une puissante mobilisation de notre attention. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec ces propos, mais vous voyez, quand on dit que le temps s'accélère, ce qu'on veut dire, c'est qu'en réalité, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. En fait, le sentiment qui nous colonise, c'est l'idée qu'il y a une sorte d'entropie chronodispersive qui capte notre attention. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, nous recevons un mail, un message, nous sommes interrompus, notre attention est sollicitée, et c'est cette dispersion de l'attention qui provoque le sentiment d'une accélération du temps. Autrement dit, ça n'est pas le temps qui s'accélère, c'est que le présent, notre présent, l'ici et le maintenant dans lequel nous sommes, qui est envahi de sollicitations externes qui viennent capter notre attention. On a prédit l'existence du boson de Higgs 48 ans avant sa détection. On a prédit l'existence des trous noirs bien avant de les détecter. On a prédit l'existence des ondes gravitationnelles
un siècle avant leur première détection. Donc les théories physiques sont des treuils ontologiques. Elles permettent de prédire des choses qu'on n'a jamais vues. Et parce qu'elles sont prédites, on les découvre. Et donc elles augmentent le champ des données. Okay. Maintenant, évidemment, et les jeunes disaient, mais non, il faut apprendre aux étudiants à coder dans tous les langages possibles, c'est ça l'avenir. Évidemment, ils ont gagné. Donc on a supprimé des heures de physique pour mettre des heures d'algorithmique et d'IA. Et aujourd'hui, les jeunes codent moins bien que ChatGPT. Donc les vieux avaient raison. Hein. Mais c'est trop tard. D'accord ? C'est trop tard, les vieux avaient raison. Je vous fais remarquer une chose que je n'avais pas prévu de dire, mais la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est une physique qui est née sans données. Je vous rappelle qu'en 1604, quand Galilée dit « tous les corps tomberaient à la même vitesse dans le vide », il dit ça à une époque où la notion même de vitesse instantanée n'est pas définie. Et que quand on fait tomber des corps de masse différentes, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Il devient impossible de vivre intensément tous les événements en même temps, y compris les plus décisifs et les plus spectaculaires. Voilà pourquoi je puis désormais comprendre et excuser les pêcheurs des bords de Seine. Ils avaient de bonnes raisons d'être lassés et fatigués par 4 ans de révolution, et sans doute ressentaient-ils l'envie d'oublier leur époque plutôt que d'y prendre part, de se concentrer sur leurs activités quotidiennes, silencieuses, personnelles et discrètes. Car tous autant que nous sommes, nous n'avons qu'un cœur, un petit cœur étroit qui ne peut enfermer qu'une petite dose de malheur, même lorsque se produisent à haute cadence des faits historiques. En somme, nous n'avons pas assez de force, nous ne disposons pas assez de compassion pour suivre à cœur ouvert, jour après jour, heure après heure, après heure, tous ces événements qui se précipitent. D'où notre besoin parfois de laisser filer les événements en faisant très exactement comme s'ils n'avaient pas lieu, de nous réfugier dans quelque ailleurs tranquille et protecteur. Notre cerveau saturé, débordé, serait de toute façon incapable de les encoder. Alors vous avez parlé d'entropie puis d'expansion de l'univers. Alors c'est un peu philosophique ce que je vous posais comme question, mais à entropie égale, est-ce que vous pensez qu'on aura un nouveau Big Bang? Et est-ce qu'il n'y en a pas eu avant ce Big Bang que nous avons connu à 15 milliards d'années? Bah là, je ne peux pas faire la réponse brève, c'est mort. Hein. Non, mais juste ce qu'on appelle... on n'a aucune preuve que l'univers a une origine. Voilà. On sait que l'univers, dans son passé, est passé dans des conditions très denses, très chaudes, ce qu'on appelle l'univers primordial. Mais on sait que l'instant zéro, avec une énergie infinie, une température infinie, qui a donné l'idée du Big Bang, est un instant au travers duquel l'univers n'est pas passé. Voilà. Autrement dit, on n'a pas de preuve que l'univers a eu une origine, même qu'il a eu un commencement. C'est très simple à comprendre. Dans la vie de tous les jours, le mot « origine » désigne non pas le commencement d'une chose, mais la conclusion d'une histoire. Si je vous demande votre origine, vous allez me parler de votre région de naissance, de vos parents, de vos grands-parents, de votre histoire. Autrement dit, vous allez me raconter une histoire dans laquelle vous n'êtes pas présent. Raconter son origine, c'est raconter l'histoire qui a précédé votre arrivée, dont vous êtes la conclusion. Donc origine égale conclusion. Et ça marche pour les choses qui sont dans l'univers. On peut raconter l'origine des atomes, des étoiles, quels sont les processus antérieurs aux étoiles qui engendrent les étoiles. Ça, on est capable de le faire. Mais quand la question qui vous intéresse, ce n'est pas celle des choses qui sont dans l'univers, c'est pas un micro, ça, je suis bête. Non, mais 4 heures de route en pleine nuit, ça marque. Hein. Quand la chose qui vous intéresse, ce n'est pas une chose dans l'univers, mais c'est l'univers lui-même, vous êtes piégé. Parce que raconter l'origine de l'univers, c'est raconter une histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est la conclusion. Mais s'il y a une histoire avant l'origine de l'univers, c'est que ce n'est pas l'origine. Et à chaque fois que quelqu'un vous nomme de façon précise l'origine de l'univers, il prononce une phrase qui est contradictoire. Parce que soit la chose qui met en amont de toutes les autres a toujours été là, mais ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Et s'il y a toujours eu quelque chose, il n'y a pas eu de commencement. Soit cette chose qu'on met en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là, et ça veut dire qu'elle est la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée,
Et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Voilà. Donc dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par du néant. Décrire l'origine de l'univers, c'est décrire comment l'absence absolue de toute chose a pu engendrer une première chose. D'accord ? Et personne ne sait si une telle transition a eu lieu. Donc nous ne savons pas si l'univers a une origine. Par contre, nous savons qu'il était plus chaud et plus dense dans le passé. Et en fait, j'ai 1 minute encore ? Oui. J'ai encore 4 minutes 18. Ça laissera le temps même pour une autre question. De façon très simple, quand vous faites de la cosmologie aujourd'hui, vous prenez les équations d'Einstein, vous tenez compte de l'expansion de l'univers, vous extrapolez dans le passé l'univers observable. Ce que disent les équations, c'est que l'univers, quand on monte dans le temps, devient de plus en plus chaud, de plus en plus dense, et qu'à la fin, en extrapolant autant que vous pouvez, vous tombez sur une singularité, c'est-à-dire un univers de taille nulle, à laquelle est associée une température infinie et une densité infinie. Température infinie. Et c'est ça qu'on a appelé l'instant zéro. Là, je vous parle de calculs qui ont été faits en 1948. Le Big Bang, c'est une extrapolation des équations d'Einstein vers le passé. À partir des équations de la relativité générale, seulement elles, gravitation. Mais on sait, depuis, que quand on remonte dans le temps, la température augmente, donc l'énergie des particules élémentaires augmente. Il y a un moment où vous devez tenir compte des autres interactions fondamentales qu'elles subissent, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc même si les calculs sont mathématiquement justes, ils deviennent physiquement faux. Vous ne décrivez plus ce qui s'est passé. Pour décrire ce qui s'est passé, donc les interactions électromagnétiques et nucléaires, il faut la physique quantique. Alors la physique quantique n'est pas contenue dans les équations d'Einstein. Et donc il y a un moment où ça ne va plus. Et ce moment, dans le passé, on l'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est le moment en amont duquel nos équations sont en faillite. Et ce moment, on peut le caractériser, c'est le moment où les particules avaient en moyenne l'énergie d'un TGV en circulation. C'est évidemment des conditions qui sont absolument impossibles à observer en laboratoire. On en reste à des énergies où les particules ont à peu près l'énergie d'un moustique en vol. Ça, c'est le LHC. Collision, l'énergie d'un moustique en vol porté par une seule particule. Le mur de Planck, c'est une particule porte l'énergie d'un TGV. Bon. Mais quand on fait des calculs, ou plutôt quand on invente de nouvelles théories pour marier la physique quantique et la relativité générale, théorie des supercordes, gravité quantique à bout, théorie des twisters, il y a plein de trucs, vide quantique, à chaque fois qu'on les applique à l'avant-mur de Planck, l'instant zéro disparaît. Voilà. Donc ça veut dire que nos façons de parler du Big Bang des années 50, elle est fausse. Voilà. On ne peut plus assimiler le Big Bang à un instant zéro. Et même dans la théorie des cordes, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est plus une singularité, c'est une transition de phase entre un univers d'avant qui se contracte, qui rebondit sur lui-même et qui devient l'univers en expansion dans lequel nous sommes. Et ensuite, il y a la question de l'énergie noire. Là, je réponds à votre question. Selon qu'elle dépend du temps ou pas, on pourra dire s'il y a une possibilité de recontraction de l'univers ou si l'expansion est indéfinie, auquel cas on va tranquillement vers une mort thermique. Voilà. Voilà, c'est fini. Merci à vous. Merci.